Cette semaine dans Élémentaire, la grande migration climatique a-t-elle commencé? Les réfugiés affluent déjà dans les camps. On n'avait plus rien. On avait tellement faim qu'on s'attachait des pierres avec une corde autour de l'estomac pour ne pas trop sentir la douleur de la faim. Il pourrait être 200 millions en 2050 et pour l'instant, ces réfugiés d'un genre nouveau n'ont aucun statut pour les protéger. Le drame, c'est que ces populations qui sont obligées à se déplacer n'ont pas un régime de protection légale comme les réfugiés. Avec un risque majeur, le manque de ressources attise les conflits. Le changement climatique est une menace sérieuse à la sécurité mondiale et ne vous y trompez pas, il aura un impact sur la façon dont l'armée défend notre pays. C'est Élémentaire, cette semaine nous sommes au Kenya, dans le camp de réfugiés de Kakuma, près de la frontière avec le Soudan du Sud. Ici vivent 180 000 personnes dans des conditions de fortune, certains depuis plus de 20 ans. La plupart ont fui dans leur pays la guerre et les combats, d'autres ont laissé derrière eux la faim et la sécheresse. On les appelle des déplacés environnementaux. Ils sont un des effets les plus visibles, les plus spectaculaires du réchauffement climatique. Elle regarde aujourd'hui ses enfants s'amuser l'esprit tranquille. Ils ont de quoi manger et assez d'énergie pour jouer. Amina et sa famille sont arrivés de Somalie il y a 4 ans, après 20 jours de marche pour fuir un pays où ils n'avaient plus rien. Il y avait un chameau mort qu'on avait repéré dans le lit d'une rivière. On l'a mangé. Les enfants sont tombés malades, ils avaient une diarrhée sévère. Ils ont commencé à vomir juste après avoir mangé la viande de ce chameau. Après 20 jours d'épreuve, nous avons eu de la chance. Un camion est arrivé. On nous a demandé de monter et ils nous ont emmenés à la frontière avec le Kenya. Comme plusieurs centaines de milliers de personnes, Amina fut victime en 2011 de la pire sécheresse d'Afrique de l'Est en 60 ans. 260 000 morts, des enfants pour la moitié. Aucune chance de survie pour Amina et sa famille qui cultivaient des terres. On n'avait pas à manger, c'était la famine. Il n'y avait pas de pluie. S'il ne pleut pas, on ne peut pas produire de la nourriture. La terre ne produit rien. Nous étions affamés. 30% des réfugiés de Kakuma viennent de Somalie. En réalité, pour l'instant, seuls ceux qui fuient un pays en guerre ont accès à un camp de réfugiés. Ces Somaliens ont donc mis leur nationalité en avant, même si la vraie raison de leur présence à Kakuma est tout autre. On pense toujours que les gens viennent dans un camp de réfugiés à cause de la guerre, mais visiblement ici, il y a un autre type de personnes venues à cause de la sécheresse. Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce camp à cause de la sécheresse. Par exemple, en 2011, il y a eu une très grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Des milliers et des milliers de gens ont été déplacés. En un jour, il arrivait parfois jusqu'à 2000 personnes dans le camp. Des gens qui venaient de la Somalie, d'Éthiopie et d'autres pays d'Afrique. Alors à cause du réchauffement climatique, est-ce qu'on doit s'attendre à voir de plus en plus de gens dans cette situation dans les années à venir? Oui, bien sûr. À cause du changement climatique que l'on voit actuellement dans la Corne de l'Afrique, on s'attend à ce que plus de réfugiés arrivent dans ce cas et dans d'autres camps. Vous vous préparez? Oui, en fait, en ce moment, on se prépare en permanence, nous, les ONG, les agences humanitaires et le gouvernement kényan, pour pouvoir faire face à ce genre de désastre. Conflit ou sécheresse, pour Ibrahim, les deux ont joué. Il était cultivateur, c'est la famine aggravée par la guerre qui lui a fait prendre le chemin de l'exil. Quand la famine a commencé, ceux qui avaient des armes coupaient les routes. À chaque fois qu'ils avaient faim, ils nous attaquaient, nous, les fermiers. Ils nous dépossédaient de nos biens.
On n'avait plus rien. On avait tellement faim qu'on s'attachait des pierres avec une corde autour de l'estomac pour ne pas trop sentir la douleur de la faim. On ne voulait pas finir le peu d'eau qu'on avait. L'eau, c'était notre seule nourriture. Amina et Ibrahim font partie des 60 millions de personnes aujourd'hui réfugiées ou déplacées dans le monde. De Birmanie ou du Bangladesh vers l'Australie, d'Amérique du Sud vers les États-Unis ou le Canada, et bien sûr d'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Europe via la Méditerranée. En 2014, 220 000 personnes ont fait cette périlleuse traversée. Parmi ces Syriens, Érythréens ou Nigérians, des réfugiés politiques, mais aussi de très nombreuses victimes du changement climatique. Personne ne s'est jamais vraiment demandé combien de ces personnes ont tout perdu à cause de la sécheresse. Avec le peu d'argent qu'il leur restait, ils ont décidé de s'exiler en Europe. Mais on ne sait pas combien de familles ont envoyé leurs enfants sur ces chemins précaires et dangereux parce qu'ils ont perdu espoir, tout simplement. La Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés ne mentionne pas le changement climatique. L'initiative Nansen, un lobby lancé par la Suisse et la Norvège, veut changer cela. Le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés est déjà convaincu, il faut donner des droits aux déplacés environnementaux. Le drame, c'est que ces populations qui sont obligées à se déplacer, la plupart d'ailleurs restent dans leur pays, mais ceux qui croisent les frontières n'ont pas un régime de protection légale comme les réfugiés pour des raisons de politique ou de persécution d'une autre nature. Il y a un vide du point de vue du régime de protection. Ces gens sont d'une certaine façon délaissés. Ils sont délaissés parce qu'ils ne correspondent à aucune loi internationale. Et on le voit parce que quand on parle de ces gens qui passent les frontières, on n'a pas de chiffres. La raison en est simple, ce qui n'est pas défini n'est pas compté. Pourtant, la nouvelle donne climatique a déjà un impact inattendu sur le front politique. Prenez la guerre en Syrie. Entre 2006 et 2009, le croissant fertile est touché par la pire sécheresse de son histoire. Et si elle avait en partie nourri la révolte qui a éclaté au printemps 2011 ? Une théorie relayée par la très sérieuse Académie américaine des sciences. Les famines et les problèmes d'agriculture me semblent être un problème de sécurité alimentaire essentiel qui peut nourrir les conflits. La faim est un puissant moteur de révolution. La révolution française part d'une famine dans les campagnes. Le printemps arabe est lié au départ à une contestation contre la hausse du prix des denrées alimentaires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel révolutionnaire des famines. Mais voilà une des plus grandes causes de fuite. Les catastrophes naturelles ont déjà forcé 27 millions de personnes à quitter leur terre. Novembre 2013, le typhon Haiyan fait plus de 7000 morts aux Philippines. Des centaines de milliers de survivants n'ont toujours ni toit, ni moyen de subsistance. Le changement climatique n'a pas créé ces désastres, mais redouble leur force et leur fréquence. On a eu toujours des désastres naturels, on a eu toujours des inondations, on a eu toujours des ouragans. Mais maintenant, ils sont en plus grand nombre, d'une intensité plus grande et avec des conséquences humanitaires plus tragiques. Près de 140 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début 2015, la plupart ici en Italie. Une avocate étudie la question de près pour donner des droits aux migrants du climat. Anna Brambilla veut créer un précédent sans attendre une nouvelle convention. Je crois que nous sommes dans l'obligation de leur offrir une vraie protection. Accueillir les personnes et leur donner la possibilité d'avoir une nouvelle vie.
C'est pour ça que ce sera important de créer un précédent en utilisant les outils juridiques qui existent déjà, ce qui nous permettrait d'aider les réfugiés climatiques tout de suite et non pas dans plusieurs années. Mohamed Punchou, venu du Bangladesh, a besoin d'aide sans attendre. Arrivé il y a quelques mois à Lampedusa après 5 jours de traversée en Méditerranée, il est demandeur d'asile en Italie. Il a fui sa vie de fermier dans son pays, une terre noyée par les eaux. Parfois là-bas, il y a beaucoup de pluie et quand ça arrive, la rivière monte et déborde. La rivière est très puissante, elle emporte les terres vers l'océan avec force. Voilà ce que je voyais quand j'étais au Bangladesh. Chez lui, la terre manque, alors les tensions naissent. Un jour, ses champs et sa maison lui ont été retirés, son père et son frère tués alors qu'ils protestaient. Voilà le lien avec le changement climatique. Dites-lui que clairement, il n'y a pas de rapport direct. Mais à cause du changement climatique, les terres à disposition sont moins nombreuses. Ça entraîne en soi une plus grande violence au sein des villages. Je dois convaincre le juge que M. Punchou appartient à un groupe social particulier et que le changement climatique et ses effets nuisent à ce groupe social. Et qu'en plus, ces gens ne peuvent obtenir aucune protection de la part des autorités de leur État. Et si en même temps qu'une recherche de statut juridique, on anticipait les déplacements? Face à l'élévation du Pacifique, les îles Kiribati ont acheté 20 km² de terre aux Fidji pour mettre leurs 100 000 habitants à l'abri. Plusieurs îles menacées dans le monde envisagent déjà cette option. Au bas mot, 300 millions de personnes sont concernées par la montée des eaux. Les gens qui sont obligés de partir veulent le faire avant que les désastres ne les frappent. Ils veulent être, si c'est nécessaire et en dernier recours, relocalisés de façon organisée pour qu'ils puissent être impliqués dans la décision. Ça pose énormément de questions, énormément d'enjeux, notamment en matière de droits de l'homme, mais je pense que plus tôt on s'y prépare et davantage on va parvenir à minimiser le traumatisme pour les populations déplacées. Comment survivre dans un climat qui change? Retour au Kenya, sur les bords du lac Victoria. C'est en ce moment la saison des pluies, mais avec le changement climatique, elles durent moins longtemps qu'avant et sont devenues complètement imprévisibles. Alors pour faire face à ces changements, un nouveau type de ferme a vu le jour, une ferme intelligente. Ici, la population apprend à cultiver des variétés mises au point par des scientifiques, comme par exemple ces haricots verts qui supportent à la fois très bien les inondations et la sécheresse, un arsenal contre les caprices du climat. Ce matin, une vingtaine d'agriculteurs reçoit 1 heure de formation. Merci à tous d'être venus. Nous sommes là pour parler du changement climatique. Sur place, des chercheurs kenyans sont là pour convaincre les fermiers de changer de façon de faire. On leur propose des semences hybrides, rien d'OGM, seulement des variétés sélectionnées pour supporter les périodes sèches. Exemple avec notre haricot kényan, le niébé. Avant, la saison des pluies durait environ 90 jours. Maintenant, cette période est plus courte. Et donc, cette variété peut pousser en 60 jours et avoir un meilleur rendement. Ce qui veut dire que cela aide les fermiers à atténuer l'impact du changement climatique. Et voilà l'autre atout du programme. Une super chèvre, la Gala, venue du nord aride du pays, croisée aujourd'hui avec les chèvres locales. Résistante à la chaleur et à la sécheresse, elle grandit plus vite que les autres et produit plus de lait. Quand on compare une chèvre locale d'Afrique de l'Est et une chèvre Gala, la chèvre d'Afrique de l'Est pèse la moitié d'une chèvre Gala. Donc ça vous donne une idée de la capacité de ces chèvres Gala à survivre dans ce genre d'environnement. Avant, la plupart des villageois souffraient de la faim 1 à 2 mois par an. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. La communauté de Nyando est mieux armée contre les durs mois de sécheresse. Mais tous les Kenyans n'ont pas cette chance.
Retour près du camp de Kakuma, où vit la tribu locale, les Turkana. Ils sont parmi les plus pauvres du Kenya. Ici, la température frôle les 40 degrés et rien ne pousse. Toutes les bêtes dont ils dépendaient pour vivre sont mortes à cause de la sécheresse. Aujourd'hui, ils tirent de bien maigres revenus du petit commerce du bois. J'ai ramassé ce bois dans les collines. Demain, je vais l'emmener au camp de réfugiés. Je vais y chercher de la nourriture pour mes enfants à cause de la famine. Là-bas, une femme m'achète ses fagots en échange d'une tasse de nourriture. Je mets tout ce qu'on me donne dans un sac et je rapporte ça à la maison. Je cuisine pour les enfants et demain, je recommencerai. Ils travaillent donc indirectement pour les réfugiés, mais eux ne reçoivent aucune assistance. Ils sont Kenyans, pas Somaliens, et n'ont donc pas accès au camp et à l'aide de l'ONU. Quand vous avez faim et que vous êtes un réfugié comme ceux dans le camp, ils vous apportent à manger. Et vous, vous restez assis à rien faire. Vous pensez que c'est pas bien? Ils vous apportent tout. Le bois, la nourriture, et vous, vous restez assis. Ils ont la belle vie, les réfugiés. Toutes les victimes du changement climatique ne vont pas traverser les frontières. Certains se déplaceront dans leur pays. Turkana, Somaliens, Syriens ou Bangladais, tous ont besoin de protection. Un refuge à long terme quand le retour sur leur terre n'est plus envisageable.